Haut les cœurs, un film qui a eu un très beau parcours. Et qui est là, donc ce réalisateur est là à 2 titres cette semaine, puisqu'il vient évidemment vous présenter son film, mais qu'il est également le parrain du prix de la jeunesse de cette édition 2022, c'est Adrien Moise-Dulin. Quand on découvre ce film et que donc on ait le temps de te poser, donc j'ai dit toutes les questions qu'on veut, hein, on verra ce qui se passe. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu du parcours de ce film, parce que je crois que tu t'es beaucoup promené avec ce film déjà, Haut les cœurs. Oui, tout à fait. Alors, le parcours en festival de ce film, on a commencé à Cannes l'année dernière. Donc il a fait sa première à Cannes. Et ensuite, il a fait, je crois qu'on est à 200 festivals, donc on a fait beaucoup de festivals en France, à l'étranger. Ouais. Je sais pas est-ce que tu veux que je cite les festivals Non, c'est pas nécessaire. C'était juste pour vous dire qu'il avait fait un tour du monde, et voilà, qui est également en lice pour le César 2023. Nous, on avait eu la grande chance de recevoir Adrien comme talent de la fête du court-métrage en 2023. Donc un film dont vous allez entendre parler et revoir, je l'espère. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de le partager. Donc on vous souhaite une très belle séance, et donc à l'issue de la projection du film, rencontre avec Adrien Moise-Dulin, animé par Maxime. Bonjour à tous, merci d'avoir été attentifs à cette projection, à ce très beau film d'Adrien Moise-Dulin qui est ici avec nous, qui va pouvoir vous parler de ce film qu'il a réalisé, Haut les cœurs. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaiterez dans quelques minutes. Et dans un premier temps, je vais peut-être, Adrien, te laisser en parler toi-même librement, et peut-être nous dire qu'est-ce qui avait pu t'inspirer dans ce film. On a l'impression parfois de voir une histoire assez classique, avec un jeune homme peut-être un peu mal dans sa peau, mais qui fait de vrais actes d'héroïsme, qui écrit des poèmes, qui va s'en prendre au caïd du fond du bus, qui va faire une déclaration d'amour. Donc on a l'impression de voir des traits d'une histoire assez classique, assez théâtrale, un peu à la Cyrano de Bergerac, qui est soulignée notamment par cette musique de Vivaldi. Donc on est un peu dans une cour du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, mais dans un bus en rentrant de l'école. Waouh. Et ben déjà merci d'être là. C'est trop bien de voir une salle pleine comme ça. Merci, c'est un beau cadeau. Alors, il y a plein de trucs dans ce que tu as dit. Merci déjà des compliments. Merci à toi. Comment dire, en fait, je me rends compte, c'est marrant, mais parce que je dis un peu souvent la même chose, mais je me rends compte que c'est ce que j'avais aussi envie de faire, au-delà de parler de toutes les thématiques qu'il y a dans le film, c'est-à-dire la honte, l'amour, la difficulté de se déclarer, la difficulté d'aller au bout de son désir, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé par le groupe. Je me rends compte aussi que j'avais une envie de cinéma, de mélanger les genres aussi de cinéma. Et j'avais envie de faire une comédie romantique, dans le sens, il y a un personnage un peu incompétent qui doit un peu traverser son incompétence et aller au bout de ce truc. Oh, il est pas Ryan Gosling. C'est pas Ryan Gosling. Mais voilà, il est courageux, et puis il découvre, surtout pendant le film, qu'il a du courage en fait, et que pour aller au bout de son désir, pour aller au bout de lui-même, il doit se détacher un peu comme ça du regard des autres, se dégager des représentations aussi, c'est-à-dire que faire une déclaration d'amour, c'est sortir des stéréotypes, sortir des représentations de genre, des idées préconçues, et c'est être sincère. Et en fait, il fait l'expérience de ça dans le film. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Il va tester, en fait, parce qu'il va aussi appliquer des recettes qui vont là quand on lui dit elle fait le bonhomme, regard fermé, ça marche pas, quoi.
C'est ça, exactement. C'est la première fois. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois aussi pour l'acteur. C'est la première fois qu'il faisait ça. C'était le truc un peu marrant, c'est que la déclaration d'amour à la fin qu'il fait sur la place, là devant le bus, on était sur une vraie place et il y avait des badauds qui regardaient. Et donc quand il voit la mise en place et tout, il me dit mais non, je le fais pas en fait. Je le fais pas, c'est mort. Il y a trop de gens, j'ai trop honte et tout. Et je dis bon bah ok, je vais pas te forcer, mais c'est con quand même, on a travaillé pendant un mois à travailler ça, justement, à créer un personnage, c'est pas toi, Et donc il s'est remis en mode acteur, mais voilà, il y avait cette timidité aussi en lui comme ça, il a joué avec, bien sûr, après il a pris du plaisir à le faire et tout, mais il y avait aussi le même conflit chez l'acteur, quoi, et la même peur chez l'acteur aussi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un film fait sur comme tu dis, sur le regard des autres et sur l'omniprésence du regard des autres, quoi. Ça va être le regard de la fille qu'on aime, le regard de la sœur, le regard de la copine de la sœur, le regard de tout le bus, et puis avec une autre couche qu'ils rajoutent encore, c'est le spectacle des réseaux sociaux, quoi. C'est Snapchat et Insta dont il est question et qui... Cette espèce de présence du regard des autres, quand on est un peu honteux comme ce personnage-là, c'est encore un obstacle en plus à traverser pour lui. Et moi, je me suis servi comme ça des réseaux sociaux pour ramener quelque chose d'un peu... c'est presque un thriller, en fait, le personnage est un peu persécuté par ces images-là, en fait, par ce regard des autres, et par ce qu'il l'interprète comme une menace, quoi. Il y avait un peu ce truc. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais moi la première fois que j'ai vu ce film, ça m'a évoqué La Princesse de Clèves, donc un roman du XVIIe siècle, sur une jeune fille en gros qui va subir le regard de la cour, et ces regards-là vont être omniprésents. Est-ce qu'on n'est pas devant la Princesse de Clèves 2022 ? Alors j'ai jamais lu La Princesse de Clèves, je suis désolé. Mince. Mais si, il y a cette idée évidemment en l'écrivant, je me disais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette histoire 500 fois, et en effet, c'est une déclaration d'amour, on l'a déjà vu 500 fois, mais je crois que justement ce qui m'a intéressé, c'est de revisiter cette déclaration d'amour qu'on a vue en théâtre 500 fois, au cinéma 500 fois, et de me dire, ok, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une déclaration d'amour avec les réseaux sociaux, et qu'est-ce que c'était pour moi à l'époque aussi, quand j'ai fait ma déclaration d'amour pour la première fois à une fille. Voilà, dans quel état ça me mettait de panique, quoi, et quel cinéma je me faisais de ça, en fait. Donc il y avait un peu ce truc d'être à la fois, de faire revivre une première fois comme ça dans le film, et en même temps de dire, ouais bon, c'est quand même intemporel, et donc j'avais envie de mettre une musique classique, enfin j'avais envie de mettre un tube de la musique classique, je voulais vraiment mettre un truc pop, bon, Vivaldi c'est un tube, et ça se reconnaît. Ça se reconnaît, et je sais plus ce que je disais. Pourquoi? C'était quoi la question? Tu refais finalement ton histoire qui est typiquement en 2022, elle est aussi elle est intemporelle. Ah oui. Je sais pas, mais j'espère, enfin je sais pas si c'est intemporel. Ça se trouve dans 10 ans on va revoir ce film, on va se dire wow, qu'est-ce que c'est ringard? Instagram c'est quoi? Ça n'existe plus. Non, je sais pas quoi dire de plus là sur ce truc un peu d'intemporalité. La musique, en tout cas, il y avait l'idée aussi de rajouter quelque chose de très lyrique, de la pulsion de vie, de la pulsion comme ça, voilà, du désir et tout, et en même temps de quelque chose d'un peu mélancolique, de l'ordre de l'angoisse, et on ne sait pas trop, j'ai pas trop envie d'y aller, je préfère vivre les choses un peu dans mon carnet, écrire mes poèmes là tranquille, un peu cachés. Et donc il se trouve que Vivaldi, il y a ces deux pôles là, c'est très riche en termes d'émotions comme musique. Donc ça offrait toutes ces... J'avais écrit le film avec du clavecin, en écoutant du clavecin, vraiment des trucs hyper romantiques et tout. Et quand on a mis ça sur le film, on s'est dit waouh, c'est hyper, ça marchait pas du tout. Ça faisait vraiment court. Ce que tu dis, ça fait vraiment, on se croyait à la cour du roi et tout. C'est bizarre. Donc un film assez intense. Le tournage, c'est comment de tourner dans un bus? Horrible. Franchement. Non, mais en fait, on passait 10 heures par jour. On faisait des allers-retours sur une route parce que il fallait que
le paysage soit uniforme. Donc on tournait dans une zone périurbaine avec les mêmes immeubles, donc on faisait des allers-retours et on était enfermés comme ça à 40 dans un bus pendant 10 heures et à la fin on était vraiment content de sortir. Ouais. D'autant que c'était en 2000, à la fin 2020, donc on était là, il n'y avait pas de vaccin, donc il y avait un petit flip de Covid, on se disait oh là là, si jamais quelqu'un chope le Covid. Après 4 mois confiné, une semaine de bus. Hein. C'est ça. Et alors pourquoi ce choix du bus du coup parce que ça crée il y avait une volonté de créer un huis clos pour représenter l'enfermement peut-être un peu de ce jeune homme. Voilà, c'est ça. Il y avait le bus. Déjà moi je prenais beaucoup le bus quand quand j'avais cet âge-là, et c'était vraiment un moment où il se passait toujours plein de choses, où il y avait plein de péripéties. Et c'était un temps suspendu entre le collège, le lycée et l'autorité familiale. Et donc c'était un peu un espace de non-droit comme ça, où tout était possible en fait. Et après, d'un point de vue cinématographique, déjà c'est un vrai décor, donc il y a quelque chose de documentaire aussi là-dedans, tout le monde connaît, tout le monde prend le bus. Et après, ça permettait de faire un film en unité de temps et d'espace, et d'action aussi, et ça rajoutait une pression comme ça au personnage. Tu utilises toi-même des termes du théâtre classique, du coup. Ouais, non, mais oui, en plus j'ai fait des études de théâtre, donc c'est un truc qui j'ai vachement ça en tête, j'écris vachement à partir de lieux, j'écris même à chaque fois à partir de lieux. Enfin, c'est mon premier film, mais les films que je suis en train d'écrire là, c'est toujours à partir d'un lieu. Et je me sers toujours du lieu comme un personnage, en fait. Et là, c'était un peu cette idée d'avoir un bus personnage comme ça. Et c'est assez marrant parce que quand on est dans un espace contraint, on trouve des façons de filmer cet espace qu'on n'avait pas imaginé. Donc ça oblige à inventer une grammaire aussi. Ça oblige à inventer des plans, ça oblige à... on a fait exprès avec le chef-op, on n'avait pas de référence exprès, on avait une chorégraphie et on voulait pas se parler de films, si on s'est parlé de films, mais on s'est dit ok, on va être dans le bus et on va essayer de filmer ce bus comme un personnage, et donc de filmer un peu tous ces recoins, voilà, les espaces où on se voit. Quand il regarde un peu dans le fond du bus, on s'est dit qu'on allait inventer des choses comme ça, des jeux de regard. Vous n'avez pas dit à l'avance on va faire tel ou tel plan et ce sera comme ça, quoi. Si, un peu quand même, évidemment, bien sûr, mais on s'est aussi laissé, on s'est aussi imprégné du bus quand on était dedans. Et on s'est dit ok, si on débarquait là-dedans, on aurait envie de... Voilà, quel point de vue on aurait envie d'avoir dans le bus, et on s'est vachement dit ça. Tu parles notamment des effets de flou, l'image est parfois masquée, on est dans le noir quand on a une silhouette qui passe devant avec les gens qui défilent, les entrées, les sorties, qui bloque un peu le regard, notamment entre Jada et ce jeune homme. Oui, et ouais, ça c'est un effet de style. On avait je suis en train de dévoiler un secret du truc, mais on avait des gants noirs sur la caméra. Vous avez des petits passages avec des gants noirs. Ouais. J'ai rien inventé, ça se faisait, c'est un truc de forain, quoi. Enfin, c'est un truc c'est les débuts du cinéma, quoi. Ils faisaient des trucs comme ça, ils faisaient des effets à l'iris comme ça avec les gants. Moi j'aime bien le côté un peu forain du cinéma, j'aime bien quand on travaille la matière un peu de l'image. Et donc abîmer un peu, bon c'est pas de la pellicule, mais ça m'aurait bien plu de prendre la pellicule et de l'abîmer un peu dans les ralentis pour faire ressentir un peu, donner à sentir un peu l'intériorité du personnage, ce qu'il ressent, son angoisse. Tu mélanges un petit peu tu joues comme sur le support en mélangeant les images caméra, on va dire, et puis les images smartphone. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait cette idée de mélanger, de donner à voir la pression du regard des autres. Et ouais, j'aime bien ce truc, ça permet ça permet de jouer avec la matière du cinéma en fait. C'est-à-dire que ça questionne ce qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Et dans le bus, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une représentation? En fait, ce qu'il croit voir n'est pas la réalité, parce qu'elle lui fait un doigt d'honneur et en fait c'est pas vrai, elle lui dit oui. Donc j'aimais bien comme ça ce truc de jouer avec la réalité de ce qu'on voit en fait. Et puis ça raconte un truc des réseaux sociaux aussi où on questionne jamais la réalité des images, on sait jamais trop dans quel contexte ça a été tourné.
il y a vachement ça, quand on regarde des stories, on se dit c'est vrai, c'est pas vrai, c'est mis en scène. Bah, c'était un peu ce truc, de reprendre ce truc de réputation. Ah, quelqu'un est en train de filmer une scène et on ne sait pas si c'est vrai en fait. Et du coup, c'est toute la réalité qui devient un peu. Qui prend ce filtre-là, ouais. de flou, on ne sait pas trop ce que l'autre pense et oui. on ne sait pas trop ce qu'exprime le regard de l'autre, en l'occurrence Jada qui fait ce doigt d'honneur, comme tu dis. Ouais, il n'a pas la signification. C'est pas un vrai doigt d'honneur, quoi. Non, mais c'est un doigt d'honneur aux gens qui croient qu'elle va dire oui. Donc c'est un doigt d'honneur finalement public, en fait. Mais donc c'est un jeu de masque aussi. Puis il y a ça aussi vachement dans le théâtre classique. Et chez Marivaux, et enfin, ce que tu disais, Princesse de Clèves, j'ai pas lu, mais il y a un jeu de masque comme ça permanent chez les personnages où ils font croire aux autres que en fait ils sont en train de faire ça, mais en fait ils se mentent à eux-mêmes, et en fait machin. Et donc ça m'intéresse aussi, cette espèce de jeu d'amour, quoi, de marivaudage, où en fait les personnages disent un peu l'inverse de ce qu'ils pensent. Ils sont un peu, comme nous dans la vie, parfois on dit des trucs et en fait on pense l'inverse, mais de façon publique on va dire ah oui en fait j'aime bien ça, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Bah écoute, moi je t'ai compris en tout cas. Peut-être que le public aura des questions à te poser. On va faire passer un micro éventuellement. Parce que tu dis que c'est ton premier film, mais j'ai bien été attentif au générique, c'est une coécriture avec Emma Benestan. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus d'écriture à deux, et de la naissance du projet et de son aboutissement à deux, parce que j'imagine que c'est un peu spécial d'écrire à deux. Ouais. Merci pour la question. Alors Emma Benestan, moi, la façon dont j'ai écrit celui-là, mais aussi la façon, je suis en train de coécrire aussi un autre film avec Emma en ce moment. Et moi j'aime bien écrire tout seul, savoir un peu ce que je raconte et définir un peu les personnages, faire une V1 de scénario en gros, et après aller chercher quelqu'un. Enfin voilà, c'est comme ça que je travaille. Après il y a des gens qui aiment bien se mettre à la table tout de suite avec un co-auteur, mais moi j'ai trop peur que ça se transforme en psychanalyse. Du coup j'essaye de savoir un peu ce que je raconte avant d'aller chercher un co-auteur et d'aller chercher quelqu'un qui va comprendre ce que je veux, où le film va et ce que je veux faire. Voilà. Et donc comment on a fait ça concrètement, on est parti elle a fait une analyse de mon scénario, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait développer ensemble. Et après on a réécrit, on a beaucoup réécrit, on a beaucoup testé, puis on a joué nous les scènes pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. On a beaucoup parlé des personnages. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Bonjour. Je me demandais pourquoi vous avez décidé d'amener une deuxième intrigue, un changement de relation entre les deux filles du coup. Voilà. Ouais, merci pour la question. En fait, au début c'était un film à plusieurs personnages. On n'était pas que dans le point de vue de Maddy, on était aussi dans le point de vue de la sœur. Et donc après pour des histoires de budget et de production, il fallait raccourcir le film, il fallait enlever des pages de scénario. Donc on a vraiment concentré l'histoire sur le petit. Mais l'idée c'était que le personnage de Aïssatou, qui donc se déclare à la fin, soit l'équivalent du personnage du petit de Maddy. Et qu'il y ait comme ça un effet miroir. Il y en a un qui réussit entre guillemets et une autre qui réussit pas, qui y va, qui a le courage d'y aller mais qui en fait se prend un râteau quoi. Et il y avait cette idée comme ça d'aller voir un peu différents personnages et comment est-ce que ça, c'est dur de se déclarer, c'est dur d'aller au bout de son désir, mais parfois ça marche pas, parfois ça marche, parfois il y a des désirs impossibles. Là il se trouve que ça l'était. Voilà. Il y avait plusieurs mains. Bonjour, moi je me demandais, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais c'était quoi concrètement les étapes de la réalisation depuis l'idée jusqu'au fait qu'il soit diffusé dans plein de festivals? Voilà. Les étapes de la réalisation? Ouais.
C'est un processus d'écriture qui est long d'écrire. Là, ça a pris 1 an. Enfin, pas tous les jours, mais ça a pris même un peu plus. 1 an. Après, comment ça se passe? Ensuite, j'ai cherché un producteur. En fait, non. Si, ça a pris 1 an. Après, j'ai cherché un producteur qui a acheté le scénario. Et ensuite, j'ai réécrit avec Emma, donc le film. Et au bout de 3-4 mois, on est parti en financement. Et là, ça a pris encore 6 mois. Ensuite, il y a eu le Covid. Enfin, ça a pris 3 ans, tout ça, en fait. Du moment jusqu'à la livraison du film. Du moment où j'ai eu l'idée jusqu'à la livraison du film, ça a pris 3 ans à peu près. Et donc les étapes, c'est le tournage, après la post-production, c'est très long aussi, ça dure 3, 4, 5 mois. Et puis voilà, le financement aussi c'est long parce qu'on dépose dans des commissions, donc on va parler de notre film, et puis il faut apprendre à en parler en fait. Parce qu'au début on est sur sa table, dans sa chambre, et en fait on écrit des trucs, et il y a un moment où il faut aussi rendre l'histoire, le propos intelligible et universel, et faire de cette histoire, cette particularité-là, quelque chose qui va... c'est de l'argent public qu'on demande aussi, donc il faut aussi justifier des choses. Il faut expliquer pourquoi on a le désir de faire ce film, et donc il y a ce processus-là qui est assez long. C'est un processus de digestion, il faut intellectualiser un peu les choses et tout. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle William. Moi j'ai pas de question en fait, c'est juste pour dire en fait j'ai trop kiffé à quel point partout dans le monde il y a des gens qui prennent le bus, partout dans le monde il y a des enfants, du coup des adolescents dans ce cas-là, partout dans le monde il y a des gens qui savent pas comment dire à quelqu'un qu'il aime quoi, puis partout dans le monde il y a des gens qui utilisent Snapchat. Je trouve ça vachement super en fait comme court-métrage, c'est hyper universel. Et en fait du coup j'ai une question, tu as dit que ce film court a été diffusé dans d'autres pays. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des sous-titres ou c'était un doublage? Ouais, il y a eu des sous-titres, ouais. Non, pas de doublage. Je sais pas si ça se fait pour des cours. Mais ouais, il a été diffusé. Ça, c'est trop marrant de se dire que le film, il est vu, je sais pas, moi, en Asie, aux États-Unis, et que finalement, il y a des endroits où ça marche très bien, des endroits où ça marche pas, on sait pas trop pourquoi. Mais c'est assez, oui. Mais merci pour les compliments en tout cas. Et la traduction, ça a été quelque chose. Ça a été compliqué de garder le l'argot, on va dire. Ouais. C'est compliqué. Merci. Est-ce que vous vous attendiez du coup à participer à autant de festivals, etc. en faisant du coup ce court-métrage? Non, parce que je l'ai fait, c'était mon premier film, donc je l'ai fait complètement de façon un peu inconsciente, quoi. Je savais pas du tout, on s'est retrouvé à Cannes pour la première, et je me demandais ce que je faisais là. Et c'était, c'était la surprise. Mais en plus, tu sais jamais vraiment si ça marche, en fait. Mais même tous les gens qui sont dans l'équipe, quand nous on faisait des projections en montage, on savait pas si le film marchait. Et le fait de le projeter en salle, ça valide quelque chose. On se dit, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment, mais en tout cas, il y a des réactions, quoi. Et non, c'est très compliqué de savoir. Il y en a qui arrivent, qui savent, dès l'écriture, ils disent, oui, ça va être un film qui va plaire en salle. Enfin, je sais que moi, j'ai déjà entendu ça. Et parfois, ils ne se trompent pas. Ouais. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la première à Cannes et qu'il a été en Asie, aux États-Unis. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé le film à des festivals ou c'est les festivals qui ont contacté? Enfin, comment ça se passe, Et c'est des distributeurs. À partir du moment où le film il a une vie en festival, il y a un distributeur qui l'envoie en festival, en fait. Voilà. Donc il y a des gens qui font ça. Ouais. Bonjour, est-ce qu'on vous a parlé du lien qu'on pouvait faire avec l'esquive de Keshish ou pas du tout? On n'en a jamais parlé, mais moi j'ai beaucoup pensé, on en a beaucoup parlé quand on écrivait, ouais, c'est un super lien. Enfin, moi j'adore ce film. J'avais peur, justement, je me suis dit, j'espère
on l'a regardé plusieurs fois en se disant comment on fait pour pas faire la même chose. Ça a été une grande discussion. Oui, il y a plein de liens, c'est clair. Ouais, mais je sais pas, enfin moi j'adore ce film, mais je sais que ça se fait plus trop d'aimer Keshish aujourd'hui, mais ouais, moi j'adore ce film. Ouais. En parlant de similitudes, de We and the Eye de Michel Gondry, tu l'as vu? Ouais, bien sûr. Ouais. Côté huis clos dans un bus. Ouais. Bah ça j'avais moins peur parce que je savais que j'allais être plus nerveux. J'allais être plus nerveux et avec la caméra, et avec l'histoire, et avec la dramaturgie. J'avais plus peur d'être dans l'esquive, dans la grammaire de l'esquive. Parce que The Way and the Eye, c'est un film qui prend son temps, c'est filmé de beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus d'intrigues Il y a plus d'intrigues et c'est moins organique. Moi je sais que j'avais envie de faire un film un peu organique, très dans l'angoisse du personnage. Il n'y a pas ça dans The Way and the Eye, donc ça a été plus. J'ai regardé ça plus en me disant comment on fait un film dans un bus. Mais ça m'a pas trop intéressé dans la grammaire en fait. Ouais. 1980. Alors on va faire passer le micro. Moi j'étais intéressée pour connaître votre parcours. Tout à l'heure vous avez parlé de théâtre, je crois. Ouais. Et ben mon parcours, moi je voulais être prof de philo à la base, alors j'ai fait des études de philo. Ouais, j'ai raté ma vocation, c'était trop dur. Ouais, c'est super dur d'être prof de philo en fait, faut une agrég et tout. Je me suis rendu compte que j'étais pas assez fort en philo. Donc j'ai fait ça, j'ai fait des lettres aussi. Et en fait j'ai fait une licence en parallèle, cinéma-théâtre à la fac. Et donc j'ai lu les textes classiques dont je me rappelle plus du tout aujourd'hui. Pas la princesse de Clèves. Pas la princesse de Clèves, non. Ouais, voilà. Et après, j'ai fait des documentaires. J'ai fait des films institutionnels des commandes. Enfin voilà, j'ai fait plein de films avant de faire celui-là. J'ai écrit pour d'autres gens aussi. J'ai fait des consultations. Enfin, j'avais un peu les mains dans les scénarios aussi. Je lisais aussi beaucoup de scénarios. J'ai vu une main se lever à l'avant. Bonjour. Bonjour. Petite question sur les aspects techniques. Ouais. Combien d'heures de tournage et combien d'heures de montage? Combien d'heures de rush, tu veux dire? Combien d'heures à juste tourner, donc la réalisation, donc ouais. La caméra, les acteurs, etc. Ouais. Sur le lieu de tournage, et combien d'heures après de post-prod? De post-prod. On a tourné en novembre, donc on tournait sans lumière, enfin on avait juste des drapeaux pour réfléchir à la lumière, mais en fait on n'avait pas de projecteur, enfin si on avait un tout petit projet, mais on tournait en lumière naturelle, donc on était contraint par la météo, et donc il faisait nuit super tôt, à 16h30 c'était fini, et on commençait à tourner à 8h30 je crois, un truc comme ça, donc on avait la pression de la lumière naturelle. Et donc on tournait à 8 heures par jour, le tournage a duré 5 jours et demi précisément, je crois, 5 jours, je sais plus. On a eu un problème, on a dû raccourcir, j'ai dû enlever des pages de scénario aussi. Et après le montage, ça a été super long le montage pour un court métrage sur ce film. Je crois qu'on a fait 2 mois de montage. Normalement c'est 1 mois. Et on a fait 2 mois mais intenses, enfin 6 jours sur 7. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'intrigues dans le film, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de... Voilà, il y avait des choses à trouver en montage. Le film était trop long, le premier montage il faisait 20 minutes, on a enlevé 5 minutes. Il y avait des scènes en plus. Il y avait des amis du personnage principal qui rentraient dans le bus, qui venaient ralentir. C'était une scène de comédie qu'on a enlevée, qui était très longue, qui faisait 3 minutes, mais c'était vraiment une scène de comédie en plus en fait. Et on l'a enlevé en montage. Ouais, une question plus là. Derrière toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec ton film? C'est-à-dire, quand tu l'as fait, tu avais un premier avis, après tu as commencé à le voir, tu as commencé à le monter, après tu l'as vu, tu l'as revu, tu l'as survu. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là, de ton rapport avec ton œuvre? Je le déteste.
Mon parcours avec mon œuvre, au début, au début, je détestais le film, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sors du montage, t'en peux plus. Et je me disais, bon, allez vite, j'en fais un autre et tout. Et après, il y a les festivals, donc là, c'est hyper agréable, la salle, de ressentir l'énergie de la salle. Et donc, le rapport à... Je me suis dit, en fait, ok, j'aime bien ce film parce qu'il provoque des choses. Il y a des gens qui détestent et des gens qui aiment bien. Et donc le fait d'en parler aussi, ça a été... j'ai commencé à me dire, tiens c'est marrant, c'est un outil pour parler de plein de sujets ce film. Je m'en étais pas forcément rendu compte quand je l'écrivais. Et puis le fait qu'il soit dans des programmes scolaires aussi, c'est marrant, ça m'a fait prendre conscience aussi que ça parlait à certains jeunes aussi, que ça faisait effet miroir pour eux. Ça c'était assez cool de découvrir ça. Ça c'était un moment touchant où je me suis vraiment rendu compte que quand on projetait le film à des collégiens ou à des lycéens, ça pouvait leur permettre de parler de certains sujets. C'était un outil de débat en fait. Et voilà, et puis voilà, là j'arrive à la fin de l'exploitation du film, ça fait 1 an qu'il tourne, donc j'en ai beaucoup parlé, et voilà, je suis content de le montrer. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à montrer leurs films et qui font des films parfois où c'est vrai que parfois on peut se rendre compte qu'on n'assume pas son film parce que ça s'est mal passé, parce qu'un tournage c'est un alignement des planètes. Des fois c'est pas de notre faute, ça prend pas quoi. Et c'est vrai que ça peut être, j'imagine, douloureux de présenter un film dont on n'est pas hyper fier et de le défendre en festival. Le choix des acteurs. Ah oui, pardon. C'était quoi à peu près le budget du court-métrage ? 80 000 €. 80 000 €, on avait, je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous êtes étudiant en cinéma ou quoi, mais si. On avait une région, la région Est, on avait une chaîne de télé qui s'appelle OCS, et on avait un truc qui s'appelle l'aide au programme, qui est une aide automatique du CNC, qui récompense les producteurs, et qui, voilà, on avait un peu de... 80 000 €, c'est un budget moyen pour un cours. Une dernière question, toujours au même endroit. Est-ce que vous avez déjà du coup commencé l'écriture de votre prochain court-métrage ? Oui. Ça parlerait de quoi ? Eh ben, ça parle de honte, encore. Ça parle de honte. Je sais pas si j'en parle ici, si je le fais pas, je vais être... non, mais ça se passe sur une plage, en gros, et c'est avec des enfants. Et c'est ouais, voilà, tout ce que je peux dire. Et je suis en train d'écrire un long avec les personnages de Holecker aussi. C'est facile, du coup, c'est juste à côté. Du coup, là, c'est avec des enfants, ton prochain, et là, c'était avec des jeunes, et je me demandais si t'avais un... Pourquoi ? Enfin, je veux dire... Et tu disais que ça pouvait être un outil justement de débat pour cette tranche d'âge, et c'est assez intéressant, mais est-ce que c'était voulu du coup ? Franchement, je sais pas du tout, mais j'ai entendu une interview de Lucas Dont la semaine dernière, qui a fait un film qui s'appelle Close, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, et il a dit un truc qui a résonné super fort, et il a dit, je crois que je fais qu'il fait des films avec des enfants à chaque fois, et il a dit je fais des films pour l'enfant que j'étais, mais je crois qu'il y a un truc comme ça quand on écrit avec des enfants, c'est que ça nous oblige. Bon, moi je pars toujours de moi et d'une émotion que j'ai eue pour écrire, et donc déjà fatalement on regarde dans le passé, et je crois qu'on écrit un peu pour réparer, pour revivre des trucs, pour fantasmer des trucs qu'on a vécu un peu plus jeune. Enfin en tout cas moi je crois que c'est ça que je suis en train de faire. Et lui disait ça et je trouvais ça, en tout cas moi ça me parlait, et je me disais oui voilà, peut-être donner la parole à l'enfant ou des enfants que j'ai pu croiser plus jeune, et dont le regard sur le monde m'intéresse et que j'ai envie d'interroger, et je trouve ça intéressant, ouais. Et en fait il se trouve qu'en effet là les 3-4 prochains projets que je suis en train d'écrire, c'est toujours avec des ados, des pré-ados, voire des enfants, ouais. Je voudrais reposer ma question sur le casting, le choix des acteurs, comment ça s'est passé ? Et ben le choix des acteurs, c'était du casting sauvage. Donc on a fait, il y avait une directrice de casting, et on a arpenté Paris pendant des semaines, pas tous les jours, mais voilà, on allait sur les terrains de foot, sorties de lycée,
lycée, de collège, métro, et en fait ça a marché sur les réseaux sociaux surtout finalement. C'est comme ça que ça... Et après on a fait des castings très longs, ça a duré 6 mois quasiment le casting, parce qu'il fallait trouver une combinaison d'acteurs, c'est ça qui était le plus important, on n'a pas pris les meilleurs, on a pris les plus intelligents émotionnellement, les plus matures, les gamins qui allaient comprendre aussi de quoi le film parle, qui allaient pouvoir défendre leur personnage, défendre le film, et il fallait que ça marche entre eux. Donc après, une fois le casting fait, on a fait quasiment 1 mois de répétition, où là, moi, on a passé du temps ensemble, mais pas forcément à jouer ou à répéter, mais juste à faire des blagues, à être ensemble, à apprendre à se connaître, parce qu'il fallait créer un groupe, et que... voilà. Merci. L'idée, c'était qu'on sent qu'on ait l'impression d'être avec eux, quoi. D'être avec eux à l'intérieur de leur groupe, quoi. Qu'ils oublient la caméra, et que... Ouais. Et ça, c'est du travail en amont, en fait. On peut prendre une dernière question, peut-être, s'il y en a. Mais il n'y en a pas. Là-haut. Où est-ce que ça s'est passé? Où est-ce que ça a été tourné? À Reims. À Reims. Mais parce qu'on avait des sous de Reims. Mais c'est une très belle ville, Reims. Mais on était tous parisiens là sur le film, donc on allait tourner à Reims. Ouais. Les acteurs étaient tous parisiens. Bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Adrien, pour...